Il y a des périodes de notre histoire qu'il ne faut jamais oublier. Il y a quelques mois, lors du 81e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, j'ai écouté à la radio les témoignages de survivants. Une réalité m'a frappée. Dans quelques années, il n'y aura plus personne pour raconter de vive voix cette période si douloureuse de notre histoire. Alors j'ai ressenti le besoin de laisser une trace dans mon podcast. L'histoire d'une femme qui a traversé cette époque et qui en porte encore les souvenirs. Dans ma vie de tous les jours, je suis infirmière à domicile. Janine, je la connais depuis des années. Un jour, au détour d'une de mes visites, on discute de tout et de rien. Je remarque qu'elle a perdu du poids et elle me répond « Oh là là, oui, je ressemble à mon père quand il est rentré d'Allemagne ». C'est cette phrase qui a tout déclenché. J'ai commencé à lui poser des questions et ses souvenirs ont refait surface. Dans ce 8e épisode, Janine remonte le temps. Elle a tout juste 7 ans quand la guerre éclate. Et devant mon micro, c'est cette petite fille que j'entends, et non plus une femme de 93 ans. Elle me raconte sa maman, son papa parti au front, et la survie dans ce petit village frontalier où les combats font rage. À travers ces anecdotes, Janine nous transporte dans le quotidien des Français de l'époque. On mesure ce que les femmes ont enduré, la solitude, la peur, la débrouille, mais surtout, une immense force de survie. Quand Janine me raconte son enfance, je vois parfois ses yeux se remplir de larmes. Ses souvenirs sont douloureux, mais elle ressent une immense fierté à l'idée de les transmettre. Alors laissez-vous transporter. Bienvenue dans l'histoire de Janine, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Janine, merci de m'accueillir chez vous. Je suis ravie de vous accueillir à mon micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Janine de Bordeaux-Proisy. Votre nom de jeune fille ? Mon nom de jeune fille. Je suis née à Mondrepuis, dans l'Aisne, en frontière belge. Oui. Est-ce que vous êtes mariée, Janine ? Oui, je suis mariée en 1954. Ouais. Est-ce que vous avez toujours votre mari ? Non, j'ai perdu mon mari en 1992 d'un cancer des os. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez des enfants, Janine, aussi ? J'ai 2 enfants. Oui. Marie-Claude, qui est née en 1958. Oui. Et un garçon, Bruno, qui est né en 1962. D'accord. Et vous avez, je suppose, pas mal de petits-enfants et d'arrière ? Non, j'ai pas beaucoup. Marie-Claude a un garçon qui s'appelle Adrien. Ouais. Adrien et un petit garçon, oui. Ouais. C'est ça. Qui s'appelle Owen. Et Bruno a une fille qui s'appelle Claire. Et c'est Claire qui a des enfants aussi, c'est ça ? Alors, Claire a Gaëtan qui a 12 ans. Et Tom, le petit dernier, qui a 4 ans. Qui a 4 ans. Oui. Ouais, une petite famille sympa quand même. Mais qui sont venus très tard parce qu'ils ont attendu que j'ai 90 ans pour faire 2 arrière-petits-enfants et 2 garçons. Voilà, c'est ça. Ils ont attendu un petit peu. Donc aujourd'hui, Janine, si je vous invite à mon micro, c'est pour qu'on parle notamment de votre vie de petite fille, de jeune fille, et surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'avais envie de laisser un témoignage dans mes nombreux épisodes de cette période-là, et notamment de votre histoire en tant que enfant, femme, fille, jeune fille. Oui. Voilà. Donc on va remonter le temps, Janine, on va repartir du départ. Oui. Donc vous m'avez dit, vous êtes née dans le nord de la France. Oui. Ouais. Alors où est-ce que c'était exactement ? Mondrepuis. Donc c'est dans quel département, Mondrepuis ? C'est encore dans l'Aisne. Dans l'Aisne, d'accord. Oui. Donc on est à combien de temps de la frontière 3 kilomètres de la frontière belge. Oui. Où j'avais des cousins qui étaient belges. Oui. Parce que mon père était cousin avec beaucoup de Belges. Oui. La famille était déjà mixte. Oui, ça s'était divisé, donc il y en avait qui étaient en Belgique. Oui, alors mon arrière-grand-père a eu des enfants qui ont été belges et qui ont été français. Nous étions dans la branche française. D'accord. C'est pour ça que mon père a été soldat en France. Ouais. Alors qu'on avait des cousins qui étaient en Belgique. En Belgique, oui. Ouais. Ok, donc vous êtes née en 1932, Janine. Oui. Est-ce que vous aviez des frères et sœurs, vous ?
Oui, j'ai une sœur. Une petite sœur? Petite, Une oh oui, petite sœur. petite, 7 ans d'écart. 7 ans d'écart, Oui. d'accord, ok. Qui est même maintenant en EHPAD. D'accord. Oui. Et Mondrepuis, donc c'était un petit village de combien d'habitants? 1000 habitants. 1000 habitants, Oui. d'accord. Il y avait tout ce qu'il fallait, le boucher. Ouais. Alors mes parents sont venus à Mondrepuis en 1931. Oui. Parce qu'ils ont repris un commerce. Maman tenait café, disons, restaurant. Oui, elle faisait un petit peu à manger Oui. pour les clients. Et Ouais. papa était maréchal ferrant. D'accord. Il y avait beaucoup de chevaux. Bah oui, il n'y avait pas beaucoup de véhicules à l'époque. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Et il faisait maréchal ferrant dans le village, juste à côté oui, de... parce que c'était un pays où il y avait beaucoup de petites fermes. Oui. Qui se servaient. Le tracteur n'existait pas à cette époque-là. Ouais. Il a eu beaucoup de clients parce qu'il y avait aussi bien les chevaux que entretenir le matériel qui servait pour les cultures, la fenaison. Ouais. C'était beaucoup des pâtures. Ouais. Beaucoup de vaches et beaucoup de pâtures. Donc ils avaient toujours beaucoup de travail. Ouais. Mais seulement entrecoupé puisque il a été soldat en 1931. En fait, c'est qu'il a fait son service militaire, c'est ça? Oui, oui, oui. Et vous m'expliquez, il était réserviste. Oui, c'est-à-dire que tous les ans, 15 jours, l'armée le prenait. Oui. Parce qu'il voulait rester au Cadre Noir à Saumur pour entretenir les chevaux. Oui, le Cadre Noir qui est très connu pour ses chevaux, les spectacles aussi qu'ils font maintenant. D'ailleurs, ça a été son principal souci, quoi. Le regret, un regret. Le regret, ah oui, toujours, j'ai toujours entendu. Ouais. Bon, alors... Parce que lui, il avait dans l'espoir d'un jour intégrer le... Mais il avait fait la demande. Oui. Mais il attendait. Ouais, d'accord. Ouais. Et puis, alors, l'armée l'a pris comme réserviste. Donc, quand papa nous a déjà quittés en 38, à partir de 38, mais il a été réquisitionné du fait que la guerre commençait déjà à se préparer. À se préparer. À la déclaration de la guerre, il y avait le garde champêtre qui, avec son tambour et puis son cric, qui est venu prévenir que la déclaration était faite. Oui. Et il demandait aux personnes qui étaient en âge de combattre, Non, par exemple, la femme, qu'elle vienne voir l'affiche. Et j'étais contente parce que tout le monde était agglutiné autour de cette affiche. Oui. Et tous les gens, les mamans, les femmes pleuraient parce que il fallait que la personne se rende, enfin, les messieurs se rendent tout de suite à tel endroit. À tel endroit pour dire qu'ils étaient là. Et moi, j'étais contente parce que je me suis dit, papa va pas partir, il n'est pas sur la liste. Ah, oui. Mais comme il était déjà depuis 38... Ah oui, lui, il était déjà intégré via l'armée, en fait. Ouais. Oui. Ouais. Et donc, il a fallu... à Verdun, il s'est rendu à Verdun. Verdun dans l'Est. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez, Janine, au début de la guerre, donc vous aviez 7 ans, en 39? Oui. Est-ce que vous vous rappelez au tout début, avant que ce soit officiel et qu'ils viennent demander aux hommes, du coup, de s'engager, est-ce que vous vous rappelez un petit peu du climat? Est-ce que votre maman était inquiète? Est-ce qu'elle vous en parlait? Ou est-ce qu'à l'école aussi, vous en parliez un petit peu déjà, avant que ce soit officiel, quoi? Maman a mis ma petite sœur qui était née en 38. Oui. A mis ma petite sœur tout de suite à l'abri. Oui. Mais moi, comme j'étais la grande, maman, je me débrouillais moi toute seule alors. Donc, elle m'a gardée. Et votre petite sœur est partie où alors? Ma sœur avait une marraine, comme on avait toujours, une marraine qui s'est occupée d'elle. Oui. Donc, moi j'étais fille unique, j'étais contente. J'étais toute seule avec maman, quoi. Ma petite sœur est restée avec cette personne. Elle est revenue, elle avait 15 ans. Ah là là, oui. Alors donc vous êtes pas vus pendant longtemps. Parce qu'elle était loin, du coup. Oui, au loin 60 kilomètres. D'accord, ok.
mais on ne véhiculait pas en voiture. Bah oui, ça paraissait très long à l'époque. C'était une exception parce que nous avions une voiture. Avant-guerre, quoi. D'accord. Oui, c'était assez rare, ouais. Oui. Ouais. Ok. Et donc, quand la guerre éclate, donc votre papa était déjà plus à la maison. Déjà, oui. Est-ce que, avant qu'il soit envoyé, donc il rejoigne Verdun pour, je pense, partir au combat, est-ce que il repasse vous voir ou pas? Ah non. Non. Vous n'avez pas de nouvelles, physiques. Longtemps, la guerre était déjà en route. Maman envoyait des lettres qui n'arrivaient pas. Oui. Et puis comme il changeait, il a commencé par faire ses bêtises. Il s'est évadé plusieurs fois, si bien que les Allemands nous ont pris et souvent il y avait une voiture qui était conduite par des messieurs français qui étaient avec le chapeau et l'imperméable que tout le monde connaît. Ceux de la Gestapo, ouais. Oui, c'est ça. Il venait me chercher à l'école pour me descendre à la maison en bonne garde avec ces messieurs. Ouais. Et à chaque fois, la maîtresse me disait, c'est pour toi, Janine. Tu pleures pas. C'est défendu, tu pleures pas. D'accord. Voilà. Et alors, c'était une perquisition. Ouais, parce qu'il cherchait votre papa. Oui. Et pourquoi votre papa s'enfuyait? Il s'enfuyait parce qu'il était prisonnier, c'est ça? Oui, à chaque fois qu'il était prisonnier, on en reparlera après de ça. Oui. Ouais. Et donc, quand votre papa part à la guerre, votre maman garde le café? Oh, il y a plus personne. Il y a plus d'hommes? Ben, il y a plus d'hommes. Ouais. Comment voulez-vous? Oui. Seulement, la maison a été réquisitionnée, comme il y avait des chambres, il y avait tout ça. Oui, ça faisait un petit peu, c'était une grande maison. Oui. Alors, les Allemands ont réquisitionné la maison. Et ils couchaient dans les chambres. D'accord. Si bien que il y avait mon grand-père, le papa de maman. Oui. Il y avait la marraine qui a pris ma sœur sous son aile. On couchait tous dans la même chambre. D'accord. Ouais. Et puis les nuits, comme il y avait souvent nous étions à côté d'Hirson et Fourmi, c'était des gares de triage. D'accord. Donc les Allemands occupaient tout ça. Donc il y avait des bombardements, pas toutes les nuits, mais presque. D'accord. Il y avait des bombardements. Et donc les Allemands couchaient, occupaient la maison, que ce soit la cuisine. Même maman a eu des ennuis une fois. Moi avec, bien sûr, parce que j'étais toujours derrière maman. Les Allemands volaient pour manger le lapin, par exemple, chez la voisine, ou le poulet, et il l'apportait à maman. Pour qu'elle le cuisine. Puis elle voulait pas. Puis un jour, elle lui dit, de toute façon, je n'accepte pas, quoi. Et l'Allemand qui était près d'elle m'a attrapé par le bras pour aller chercher des oignons au grenier, parce que il connaissait tout ce qu'il y avait dans la maison. Ouais. Et donc je suis montée l'escalier pour aller au grenier avec la mitraillette ou le fusil de l'Allemand. Et puis je pleurais, je dis, je sais pas ce que c'est que des gnognos. Alors que je savais parler français, j'avais tellement peur que je pouvais plus. Oui, vous étiez tétanisée. Oui. Alors du coup, maman a fait cuire le lapin de la voisine. Mais on n'en mangeait pas, hein. Ah bah oui, c'était pour les Allemands. Pour les Allemands. Oui. Quand vous aviez ces Allemands dans la maison. Oui, les SS. Les SS. Comment ils se comportaient avec vous? Est-ce que vraiment vous sentiez un climat assez animal, assez tendu? C'était surtout nous qui étions stressés. On était chez nous et eux venaient faire ce qu'ils voulaient. Ouais. Vous vous sentiez envahi, en fait. Voilà, oui, c'était pas la liberté. Ouais. On savait pas ce qui allait arriver, puis on voyait les tanks qui arrivaient, on entendait des coups de fusil, je sais pas. Ouais, c'était tous les jours, je suppose, parce que vous étiez prêts. Il y avait toujours quelque chose. Ouais. Après, c'était à Montrepuis, il y a eu beaucoup de soldats et d'anglais
qui Oui. était en avion et qui était bombardé. Oui. D'ailleurs, au mois de mars, et ça m'a tellement bouleversée que je me rappelle beaucoup. C'est pour ça que je ne regarde jamais les films qui s'est passé dans... C'est vrai, ça vous remémore trop de mauvais souvenirs? Oui, parce qu'il y a eu une attaque, c'était un Français ou non, c'était un Anglais. En pleine journée, il faisait beau. Et alors, l'avion allemand a attaqué cet avion qui a pris feu? Oui, qui a pris feu. Donc, le soldat qui venait... L'aviateur, qui était dedans. Est tombé en parachute, s'est sauvé en parachute. D'accord, Et l'avion allemand n'a pas arrêté, c'était une loque couverte de balles, bien sûr qu'il était mort. Oui. Et moi qui voyais ça en haut, et j'ai dit, on va y passer. On va y passer. C'était pas loin de votre maison? Ben, c'était au-dessus. C'est pour ça. Il tournait au-dessus. Oui. Et comment ça se passait, la débrouille au quotidien? Parce que l'alimentation, alors ça devait être compliqué pour vous? Oui, c'était compliqué. Il y avait, par exemple, on avait le boucher, par exemple. Et le boucher avait la viande qui arrivait le vendredi, alors qu'on dit que c'est toujours le jour du poisson. Mais là, c'était la viande. Donc maman savait, comme toutes les femmes qui étaient dans le pays. Donc à 9h, quand j'allais à l'école, elle m'accompagnait jusque chez le boucher, puis moi je continuais, c'était juste à côté. Et quand on arrivait, il avait par exemple du porc, ou il avait, enfin ce qu'il pouvait, ce monsieur. Et il disait, c'est fini, il n'y a plus rien, j'ai plus rien. On savait qu'il fallait attendre le vendredi d'après pour avoir un petit morceau de viande. Et papa avait des clients qui étaient herbagers, cultivateurs, et il y avait un monsieur très âgé et qui avait un fils qui était ami avec papa, du fait que c'était un client. Et alors un jour, il est venu avec son cabriolet tout en vernis. Il vient puis il dit à maman, à la sortie de l'école, je reviens. Puis il n'a rien dit parce qu'on était entouré d'Allemands, de tout ça. Et alors il est venu me chercher en cabriolet. On a passé d'un côté et quand je suis rentrée dans la ferme, il y avait le tapis rouge, c'était des gros cultivateurs, quoi. Enfin, gros fermier. Oui, quelqu'un qui avait réussi. Oui. Et alors la dame m'avait donné 2 bonbons qu'elle avait fait en caramel, en sucre, en attendant, et lui est revenu avec un petit rôti de, je sais pas quoi, je me rappelle pas ce que c'est. Il m'a monté, il m'a dit, tu viens maintenant. Donc, je suis partie avec lui, mais on a pris un autre chemin. Une route, oui. Et puis, il dit, t'as rien vu, parce que maman n'a pas osé y aller, bien sûr, de peur d'être attaquée. Donc après, il y avait le lait. C'était gênant pour le lait. Alors, il y avait une fermière qui prévenait maman. Le lait partait, il y avait un Allemand qui restait dans l'étable, qui guettait la traite, qui surveillait, parce qu'ils avaient leur bidon. Et puis, elle avait dit à maman, tel jour, ça sera un Allemand qui était un peu plus docile. Oui. Vous m'enverrez Janine. Donc, elle m'a caché dans la cuisine pendant que elle était en train de traire. Puis, alors, elle a fait comme s'il y avait plus de lait. Et il y avait mon marmiton. Je l'ai encore il y a pas longtemps. J'avais encore ce marmiton. C'était comme ça. Puis, elle a trait le reste, ce qu'elle a pu. Et puis l'Allemand, on a attendu que la moto elle parte de l'Allemand, et puis elle m'a dit vite, tu cours. Et est-ce que vous vous rappelez à cet âge-là, parce que vous aviez entre 7 et 10 ans, 12 ans à l'époque,
Tous ces épisodes-là, pour vous, c'était un peu l'aventure ou c'était très angoissant? Ah non, angoissant. Très angoissant. Aussitôt, ils menaçaient. Ouais. Ils ont même menacé ce SSA. On a eu beaucoup de... Le menuisier, par exemple, habitait pas loin de chez nous. Il avait une fille qui s'appelait Violette, et une femme, bien sûr. Et il passait toujours... Maman dit, je sais pas ce qu'il travaille, je sais pas. Alors, il avait un cercueil, il se promenait avec un cercueil. Promener, on le voyait passer rapidement. Et on se demandait ce que c'était. Eh ben, c'était un soldat comme papa, qui se cachait, mais un jour, il s'est fait prendre. Ils ont ouvert le cercueil, et puis ils ont bien vu que c'était pas quelqu'un qui était mort. Et alors, ils se sont vengés sur les filles et Violette. Donc, lui, on l'a plus jamais revu. Ouais. Sa femme, on l'a plus jamais revue. Et Violette, on a su après qu'elle avait été violée, et elle est devenue folle. Le restant de sa vie, bien sûr, moi j'ai quitté, alors je ne sais pas, mais elle est restée traumatisée. Oui, ça. Parce qu'elle avait été violée devant ses parents. Enfin. Si, alors c'est toujours la peur qu'on s'en prenne à vous aussi. Oui, c'est ça. Puis moi, quand il venait à la maison pour perquisitionner, croyant revoir papa, maman faisait de la pâtisserie. Et elle avait trouvé des tubes de cachet d'aspirine. Et quand ils étaient vides, elle faisait des gâteaux pour entourer le cachet d'aspirine, et elle mettait un petit mot à papa. Et un jour, ils se sont aperçus que c'était faux. Ils ont cassé. Alors là, papa n'a plus eu de courrier. D'accord. Ouais. Et est-ce que votre maman a subi des violences de la part des Allemands ou pas? Non, jamais. Non, mais elle leur répondait. Oui. Elle avait du cran. C'était, voilà, j'allais vous dire, c'est une maîtresse fan qui ne sait pas faire. Ouais. Mais on a été quand même une fois qu'elle avait répondu mal à l'allemand, un peu d'allemand, parce qu'on connaissait, on cherchait pas. Oui. À l'école, j'avais la maîtresse, mais on a eu après un professeur d'histoire qui est venu, enfin, je sais pas, c'était un instituteur qui nous a fait sur l'Allemagne, sur ceci, cela. Et après, on n'a plus eu l'école. Ils ont fermé l'école des filles. D'accord. Et après, il a fallu que j'aille à l'école à Fourmi. Un peu plus loin, Oui, plus loin. Parce que là, ils avaient conservé pour les filles et les garçons. Mais à Hirson, c'était fermé. En fait, oui, vous avez quasiment tout le temps été à l'école pendant ce temps-là. Ah oui. À part quand il y avait des bombardements ou des combats d'avions au-dessus de nous, les garçons, on n'avait pas le droit, car oui, c'était séparé. Oui, bien séparé. On jouait à travers le mur. On se lançait comme des gosses, quoi, à ce moment-là. Les garçons avaient fait une tranchée, et quand on était à l'école, on avait notre masque à gaz. D'accord, Et quand les premières sirènes commençaient à crier, vite des filles partaient dans la tranchée. Pour se cacher. Oui, pour se cacher. Et dans votre maison, est-ce que vous aviez une cave aussi pour vous mettre à l'abri ou quelque chose? Oui. Le papa de maman, il avait arrangé les soupirails. Oui, d'accord. Et à chaque fois, on descendait au soupirail, quoi. D'accord, Et c'était aussi bien jour que nuit. Mon grand-père s'est tué accidentellement au mois de mars 42, je crois. Si je me rappelle. Parce que lui n'était pas parti combattre parce qu'il était trop âgé. Non, il était réquisitionné sur place comme personne âgée. D'accord, oui. Mais il fallait qu'il fasse ce qu'on lui dit. Oui. Et donc, il faisait beau en 42, et il couchait même dans notre chambre avec sa fille, enfin. Dans la même pièce que vous, Oui. Et en 42, il avait mis de côté les petits obus du tank qui avait sauté, qui avait tué même les soldats. Il les avait rangés de peur que moi ou mes cousins jouent avec ou tombent dessus. C'était beau parce qu'il y avait même des gens qui en faisaient après. C'était en cuivre, je sais pas quoi. Des
des vases, oui. Et alors, il a voulu et puis s'est tué. D'accord. Oui. Alors, du coup, du fait qu'il s'est tué, on n'avait pas le droit d'avoir d'armes chez soi. Maman était en prison. Parce que oui, ils ont retrouvé du coup des... Parce que ma mère, il y avait mon grand-père, il pouvait pas l'enlever puisqu'il était mort. Oui. Et c'est maman qui a été en prison à Hirson. D'accord. Donc, quand on l'a enterré, ils n'ont accepté que 5 personnes. D'accord. Et maman était en prison. Et elle est restée combien de temps en prison? Oh, c'était les gendarmes français. Oui. Bon, peut-être, je saurais pas dire. Quelques jours, enfin pas... Oh oui, quelques jours. Ouais. Et moi, j'étais toute seule. Oui, du coup, toute seule. Oui. Ouais. Et alors, quand il y avait beaucoup de bagarres, on avait une laiterie près de chez nous. D'un côté, on avait une usine, une filature, et de l'autre côté, on avait une laiterie. C'est pour ça que maman était bien installée, parce que elle était entre les deux. Ouais. Elle était entre les deux. Elle avait des clients entre des usines. Et quand c'était comme ça que ça se bagarrait, on allait se cacher dans le deuxième cave. Il y avait 2 étages. Enfin, c'est des caves où il y avait les maroilles, quoi. Oui. Donc on allait se coucher, et là il y avait tous ces jeunes qui avaient déserté, ouais, pour pas s'engager. 25 ans. Qui se cachaient, là? Qui restaient toujours eux. Ah oui. Oui. Alors, fallait faire 1000 bêtises pour ne pas se faire voir. Ah oui. Et alors, on pouvait pas leur apporter beaucoup, puisque nous, déjà... Vous aviez pas grand-chose. On n'avait pas grand-chose. Ouais, j'imagine. Mais tous les jeunes, je me rappelle encore de tous ces noms. Enfin, il y en a qui sont décédés. Ouais. J'imagine, ouais. Oui. Je fais une petite pause pub dans cet épisode pour vous présenter une gamme de produits que j'adore. Depuis quelques mois, j'utilise les produits de la fabuleuse savonnerie située à Saintes en Charente-Maritime et je vous assure que vous allez adorer les produits de Cécile. Dans son atelier boutique, Cécile fabrique à la main des savons sponifiés à froid, reconnus parmi les plus doux et les plus respectueux pour la peau. Tout est pensé naturellement. Déodorants solides, baumes nourrissants, huiles démaquillantes, soins des lèvres, des cosmétiques simples, efficaces et bons pour toute la famille. Elle sélectionne des matières premières biologiques, nobles et locales, avec la volonté de proposer des produits sains, durables et respectueux de l'environnement. La fabuleuse savonnerie, c'est aussi une gamme éco-responsable pour la maison, avec un savon détachant, savon ménager et même un savon spécialement conçu pour vos animaux. Alors mon coup de cœur de cette marque est le savon Facette. Je l'utilise chaque matin pour mon visage et je vous assure que la sensation est extra. On a l'impression de se laver avec du lait et surtout, fini les imperfections. Alors rendez-vous sur www.savonnerie-fabuleuse.fr pour découvrir tous les produits et profiter de 10% de réduction sur vos achats avec le code podcast10. Et si vous vous baladez sur la côte atlantique, n'hésitez pas à venir pousser la porte de la fabuleuse savonnerie. Et est-ce que vous avez participé ou vu des gens qui étaient de la résistance dans votre village? Est-ce qu'il y en a eu un petit peu quand même? Oui. Oui. Je vais encore vous dire quelque chose. La maison, les Allemands l'avaient réquisitionnée, qui était grande. Ouais. Donc, un jour, ma première institutrice rencontre maman. Et puis, elle lui dit son désespoir que son mari part souvent la nuit, il était douanier, son mari. Et maman dit, c'est bizarre, ça. Donc, maman lui dit, puisque à Hirson, ça bombarde, et elle habitait juste à côté de la gare d'Hirson. Si vous voulez, venez avec vos 3 enfants et puis votre mari. Donc, on a encore resserré de plus. Donc, on a vu monsieur, madame. Ah oui, ça faisait commencer à faire serrer, là. 3 enfants. Et puis, maman trouvait bizarre que ce monsieur partait beaucoup la nuit, mais comme il était douanier, on savait pas exactement oui, vous saviez pas trop, et ça ne nous regardait pas. Et puis, total, quand on a été libérés, les premiers Américains qu'on a vus, c'est la juive, je me rappelle toujours, qui est arrivée, et maman a dit, cache-toi, il y a les Allemands. Non, c'était pas les Allemands, ils étaient noirs. Les Allemands étaient pas noirs. Et c'était donc ces premiers libérateurs, quoi. Les premiers alliés qui venaient, oui. Qui arrivaient. Oui. Et qui
faisait le pays, il n'y avait pas grand monde qui se montrait parce qu'on pensait que c'était les Allemands, qui cherchait Madame Prézy. Ouais. Au lieu de dire Proisy, Prézy. Et maman, c'est Germaine. Bon, alors maman dit, qu'est-ce que vous lui voulez à Madame Prézy? On voudrait savoir où est Monsieur Riffard. Monsieur Riffard, mais c'est pas mon mari, il est en Allemagne. C'est le chef de la résistance. De votre secteur. Oui, alors maman, elle était en colère parce qu'elle lui dit, non seulement je les ai accueillis, puis ils auraient pu nous faire tuer. Et la raison... De son départ la nuit, Voilà, c'est ça. Il faisait partie de la résistance. Oui. Et donc, on va revenir à votre papa, Janine. Donc, votre papa, vous m'avez dit qu'une fois qu'il a été convoqué pour faire partie des soldats français, donc après, il part se battre en Allemagne ou pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il était prisonnier. Alors, on est en train de relire les notes. Il y en a. Ça, c'est tous ces bêtises. Pour mieux comprendre ce que Janine appelle les bêtises de son papa, je vais vous lire un passage d'une lettre écrite par un de ses camarades lors des obsèques du papa de Janine. Il fut appelé au service de l'armée le 24 août 1939. Et affecté au CM7 à Verdun, il participe avec son unité à plusieurs opérations dans le secteur de l'Est jusqu'à sa capture à Saint-Dié le 24 juin 1940. Comme beaucoup de ses camarades, il fut envoyé au camp en Allemagne où il dut subir les outrages de la captivité et les privations qui en ont découlé. De par son caractère indépendant, il ne peut se résigner à ce genre de vie. C'est pourquoi il tente une première évasion en avril 41. Liberté de très courte durée, car il fut repris en Hollande, ramené en Allemagne. Il y purgea une peine de 90 jours de cellule, ce qui ne découragea pas, car il s'évadera de nouveau du 12 août au 10 septembre 1941. Rentré en France, il fut hébergé chez quelqu'un, où une seconde fois il fut repris et renvoyé dans un camp disciplinaire en Allemagne. Ne s'avouant pas vaincu, il remet son projet en exécution pour une troisième évasion, celle-ci du 12 avril au 16 juillet 43. Il fut hébergé dans plusieurs endroits et fut à nouveau repris. Il est renvoyé dans un centre de triage de Compiègne et ensuite dirigé sur l'Allemagne dans un camp de représailles, où il attendu la fin des hostilités pour pouvoir retrouver sa famille le 28 avril 1945. Après toutes ces tentatives d'évasion... c'est 4 ou 5. Voilà. C'est promené, la grande évasion. Il s'est baladé. Quand est-ce que vous revoyez votre papa? Le 28 avril 1945. D'accord. Nous avions un mariage d'amis. Maman nous avait fait avec ma sœur Belle. Des belles robes, ouais. Et on est parti à pied jusque Hirson, la ville, pendant qu'elle avait pris 2 vélos. Un vélo des vieux vélos, un vélo qu'elle montait dessus, puis l'autre qu'elle traînait, croyant ramener papa. Parce que vous étiez au courant qu'il arrivait. Oui, prévenu par l'armée, quoi. Ouais. Bon, et puis quand nous sommes arrivés, on a fait nos kilomètres à pied. Ouais. Quand nous sommes arrivés, papa était sur une civière. D'accord. Donc maman, désespoir, parce que ça servait à rien. Elle est revenue avec son vélo voir mon oncle qui était fermier aussi, qui est avec sa charrette, qui est venu le chercher à la gare d'Hirson. Il était gravement blessé, votre papa? Pas blessé, mais je me rappelle encore sur la civière. Ouais. J'étais gamine, pour moi, c'était anormal que mon père soit allongé comme ça. Oui, mais après, quand il est rentré, il est parti dans une maison pour pas fou, mais oui, un hôpital psychiatrique un peu. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, il avait plus sa tête. C'est pas qu'il avait plus sa tête, mais il avait eu il était traumatisé. Il a fait trop de bêtises. Oui. Il a été battu, Oui, bien sûr, il a subi des traumatismes importants. Voilà. Oui. Quand il est rentré, à cette époque-là, les chevaux avaient été partis, étaient réquisitionnés, ils ont fait leur machin, étaient morts ou... Et puis, le tracteur a commencé. Bien sûr, où il y avait plus de machines,
oui. Donc, les tracteurs étaient loués quand tu faisais la fenaison, quand tu faisais comme ça. C'est bien que papa s'est trouvé sans outils parce que ça avait été saccagé. Oui. Et puis, sans travail. Alors là, il était malade, quoi. Oui, Il faisait plus rien. Il a plus son travail, ouais. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ouais. Il a perdu tout, quoi. Ouais. Moi, je trouve que cette guerre-là a séparé la famille parce que ma fille, il a toujours essayé d'avoir ma sœur, mais elle disait, mais c'est pas mon père. Maman, elle me montrait des photos parce qu'il était très frisé, il avait 30 ans quand il est parti. Ah oui. Et quand il est rentré, qu'il avait 36 ans. Ouais. Il paraissait un homme de 60. Pour nous, c'était un vieux, quoi. Ouais. Et alors, il voulait lui mettre du beurre sur sa tartine. Elle lui disait, non, t'es pas mon père. T'es pas frisé, c'est pas mon père. Alors, l'humiliation de... Ouais, c'est dur, ouais. Oui, alors, donc, elle repartait chez sa marraine, après. Oui, finalement, votre sœur est jamais... Quand la guerre a été finie, vous l'avez pas revue. Été élevée, on n'a pas été... Elle revenait de temps en temps vous voir, mais pas... Elle est pas revenue vivre avec vous, en fait. Oui, en 54 qu'elle est revenue. Ouais, donc longtemps après. Moi, je partais... Bah oui, vous partiez vivre votre vie. Tout à l'heure, Jeannie m'avait montré des photos de votre maison, qui était détruite. En quelle année c'était, ça? En 40, puisqu'il y a eu la bagarre le 17 mai 1940 devant votre maison. Oui. Il y a eu des morts. Oui, il y a eu. Vous m'avez montré les photos, donc sur les photos on voit un char qui a sauté juste devant. Juste devant votre maison. Oui. Et il y a eu, on voit dans la maison, dans la salle où était le café, quoi. Et vous étiez où, vous, à ce moment? Vous étiez où à ce moment-là? La mairie nous avait donné l'ordre d'évacuer. Parce que sauf mon grand-père, parce qu'il était âgé, il était mobilisé sur place. Oui, parce que là, il y avait des combats dans le village. Oui. D'accord. Donc, nous sommes partis avec la voiture. On était riches, on avait une voiture en 1940. Donc, maman avait eu le permis de conduire déjà. Et puis, avec ma tante qui avait sa voiture aussi. Donc, on fait le plein pour toute la famille partir. On est arrivé, la première mobilisation, c'était à Quelen, du côté d'Orléans, par là. Et il fallait qu'on se présente à la mairie de là-bas. Après, on est resté à Quelen quelques mois. J'ai des photos que ma fille détient. De Quelen, on est parti à Bordeaux, à Pessac. Parce que ma tante avait un beau-frère ou je sais pas quoi, qui était vigneron. Donc on a été là, on a vécu, je sais pas, jusque du mois de mai, juin, juillet, après jusqu'à dans un garage. Tout le monde était dans le garage, on couchait comme on pouvait. Bon. Et puis après, ils avaient besoin de leur garage. Et donc on est revenu en Dordogne, toujours avec la fameuse voiture, maman avait des ennuis avec ça. Et puis on est allé à Quinsac. Donc j'ai eu la photo du château où nous sommes restés. C'était bien. Penser à un château avec les comtesses qui m'ont gâté. Dans le château, il y avait d'autres personnes comme vous? Il y avait il y avait votre famille en plus? Oui, il y avait notre famille. Oui. D'accord. Mais alors là, on retrouvait les chambres. On était gâtés par ces deux sœurs, Marie Hubert et Marie France. Et vous êtes restés combien de temps là alors? Maman commençait à avoir le bourdon. Plus de nouvelles de grand-père, plus de nouvelles de papa, plus rien. On était en zone libre. Oui. Donc un jour, maman a fait les formalités pour rentrer en zone occupée. Oui. Mais on rentre pas comme ça en zone occupée. Il y avait beaucoup de surveillance des Allemands qui ne voulaient pas surtout avoir encore des combattants en plus. Oui. Donc moi j'étais considérée comme adulte à mon âge. Ah oui, d'accord. Et ma sœur n'est pas passée comme nous, qu'elle est passée, par des fausses sœurs qui accompagnaient les enfants en promenade. D'accord. Bon. Mais on payait. Oui.
Après, moi, j'ai passé avec maman parce que j'étais considérée comme gamine. Enfin, oui, vous étiez adolescente, ouais. mais c'est ça. Alors là, on est arrivé et j'arrive plus à retrouver le nom de la zone occupée. On a été cachés, il y avait des meneurs, il y avait des passeurs, oui, qui des passeurs, oui, c'est ça. On est passé dans un wagon à bestiaux. Ouais. Nous, on était au milieu, oui. Et il y avait pas que la famille, il y avait d'autres personnes. Il était complet. Ouais. Et ils avaient mis des balles de paille autour. Pour vous cacher. Oui, pour nous cacher. Et puis quand nous sommes arrivés, les Allemands ont arrêté le train. Ouais. Et on apercevait les baïonnettes qui heureusement il pleuvait. Ouais. Je n'ai fait, j'étais pisseuse. Que faire pipi? Oui, de peur. De stress. Parce que maman me mettait la main comme ça. Sur la bouche pour pas faire de bruit. Oui, et il tapait. Il piquait. Il sondait, mais il sondait dans des ballots de paille. Heureusement que on était accroupis comme ça. Et les autres personnes étaient. Et nous sommes arrivés, donc, après, je sais plus comment, à quelle occasion, ça, tellement j'ai eu peur, je me rappelle. Il y a des choses qui sont effacées. Oui, il y a des trous. Ouais. Oui. Donc vous retrouvez votre maison. Après vous retournez dans votre village. Oui, mais il n'y a plus de maison. La maison est restée jusque. Ma fille, il y a pas longtemps, c'est cet hiver, qui me dit mais comment vous dormiez? Ouais. Pas dans la guerre, dans le nord. Ouais. Dans le froid. Ouais. Ben j'ai dit maman mettait une couverture qui lui restait, puisqu'on dormait dans la même chambre, et puis on calfeutrait comme ça, parce que il a fallu attendre les dommages de guerre, et puis ça... Pour réparer la maison? Oui, réparer. Oui, parce que tout était détruit, vous me disiez, c'est ça? Il y avait plus de fenêtres? Mais il y a plus de carreaux, il y a plus de fenêtres, il y avait plus grand chose, ouais. Non. Les meubles, les outils de papa, les petites machines qu'il y avait étaient partis. Tout était volé? Oui. Ça avait été volé pendant le peu de départ, on peut pas savoir qui c'est. Ouais, et alors, le comble, c'était mes jouets. Ouais. J'avais un petit piano, j'étais une enfant gâtée. Ouais. Et tout ça, on n'a jamais retrouvé. La botte allemande avait écrasé la tête de mon baigneur, pensez. Oh, oui. Ouais. J'avais beaucoup de chagrin de tout ça. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez du moment de la libération? Vous me disiez l'arrivée des Américains. Oh là là. Ouais. La peur au début. Oui, parce que vous croyez que c'était des Allemands. Pour des Allemands. Ouais. Parce que bien souvent, pas dans notre pays, mais dans un petit pays à côté, les gens ont sorti parce qu'ils avaient vu des chars qui arrivaient. Ils ont cru que c'était les Américains. Et total, c'était les Allemands qui battaient retraite, mais ils étaient déjà un peu sauvages, ces nazis, jeunes. C'est pas de leur faute, ils avaient 20 ans. On leur a dit, il fallait... Ils faisaient ce qu'on leur disait. Oui. Et j'ai eu un copain qui a été tué. Parce qu'il s'est approché avec des drapeaux, croyant que... C'était les Américains. Oui, et total, c'était les Allemands. Oui, donc avec un petit peu d'appréhension. Et une fois que vous avez vu que c'était les Américains, c'était la joie? La joie, mais l'attente de voir arriver papa. C'est surtout ça. Ouais. Pas de nouvelles, il n'y avait plus rien. Donc surtout la peur aussi d'apprendre une mauvaise nouvelle. Et est-ce que vous aviez des contacts encore avec vos cousins de Belgique, tout ça? Oui. Ouais. On y allait à pied parce qu'on pouvait pas, on n'avait plus de voiture et puis on n'avait pas le droit de traverser la frontière. La frontière, oui. Mais ils habitaient pas loin de la frontière. On allait souvent leur dire bonjour quand même, parce qu'ils avaient du pain blanc. Ils nous faisaient des gaufres, tout ça, parce qu'ils n'étaient pas contingentés. Oui. Donc on les voyait beaucoup. Et un jour, maman apprend par le cousin Joseph que il avait des pneus qu'il avait troqués. Oui, échangés. Oui. Ouais. Et que ça correspondait avec les pneus de notre voiture, qui étaient restés en Dordogne, la voiture. Que vous aviez abandonné là-bas. Ouais. Oui. Alors il décide, Joseph, envoie les enfants
Donc j'avais mon cousin qui était de mon âge, et puis moi. On voit les enfants, et puis tu sais ce qu'ils vont faire? On va bien salir les pneus, et puis ils vont jouer au... À pousser, à les rouler. Oui, ouais. Et on est passé au nez avec, mon cousin avait un pneu, moi aussi, avec la baguette qu'on poussait comme ça. Et malheureusement, quand on est passé à la frontière où il y avait les Allemands, et le pneu, on l'a loupé. Et c'est encore disons un Allemand, parce que quelquefois je dis un autre nom, qui m'a aidé à remettre le pneu du fossé sur la sente, qui m'a aidé à pousser. J'étais pas bonne. Quand cette guerre se termine, donc votre papa, voilà, est-ce que votre maman, elle rouvre le café? Qu'est-ce qu'elle va faire après? Oui, elle a commencé, mais il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Ben oui, bien sûr. Les quelques femmes dans le Nord, les femmes, elles venaient boire comme les hommes. Elle a commencé. Mais seulement, on avait la filature qui était à côté, qui ne fonctionnait pas pendant la guerre. Qui a repris après. Donc, aussitôt, ça... Donc, on recevait la filature, je peux vous dire, parce que j'ai travaillé 12 ans. D'accord. Donc, la filature commence à redémarrer, et puis il y a des bons monteurs qui viennent, des dépanneurs, parce que c'est assez conséquent, comme on était voisins. Donc, elle a envoyé les gens manger, maman a refait des chambres. Si bien que quelquefois j'étais là 8 jours, quelquefois j'étais là 15 jours. Bon, puis alors, ils ont commencé les hameaux à faire les montages d'eau. Donc, il y avait des gens qui restaient 6 mois. Des ouvriers qui venaient, Donc, ça compensait ce que papa ne faisait plus. Donc, c'est lui qui aidait maman, mais quand ça allait, quoi. Il y avait beaucoup de moments où ça allait pas. Vous n'avez pas retrouvé votre papa d'avant? Non. Non. C'était plus mon père, comme disait ma sœur. Mais c'est vrai, il avait trop changé. Oui. Et votre maman, est-ce que ça l'a changé, elle aussi? Oui. Est-ce que ça l'a rendue plus forte? Maman avait un caractère, de sa naissance, ses parents ont divorcé, elle a déjà eu beaucoup de chagrin. Vous savez, les enfants ne savent ce que les parents disent. On peut pas dire est-ce qu'elle a tort, est-ce que l'autre a raison. Bien sûr. Enfin, pour travailler, il y a eu que maman qui a travaillé durement. Donc elle est restée aussi gaie qu'ils étaient tous les deux, aussi triste que je les ai connus après. Et du coup, après, après la guerre, vous continuez d'aller à l'école, Janine? Ah oui. Et après, vous travaillez? Ah, j'ai travaillé très jeune. Enfin, travailler, maman a toujours eu peur que je m'ennuie. Donc, pendant les vacances, quand j'étais pas à l'école, j'ai fait un stage chez les PTT. Et donc, elle m'a mis un peu partout. Comme ça, j'ai bien appris. Et même, elle m'a montré, quand j'étais au téléphone, de faire un système. J'ai pas le droit de dire le secret. Et non. Et comme c'était un petit pays, que les petits bruits couraient, que moi j'étais curieuse, j'écoutais ce qui se passait. Les conversations. Surtout les rencontres, les rendez-vous. Après, donc, j'ai commencé à être à la filature. Oui. Et après, vous avez rencontré votre mari? Oui. Donc, il y avait toujours cet oncle qui était boulanger. Et alors, maman trouvait certainement que j'avais pas assez de travail. Donc, il y avait le doublage qu'ils appelaient ça. C'est les boulangers arrêtés. Mais il y en avait toujours un en congé, il s'arrangeait. Comme dans le Nord, on s'aime bien, quoi. Donc, elle m'envoyait pour aider ma tante à servir le pain. Bon, alors j'y allais. Puis un beau jour, il y avait la fête du pays. Et mon oncle dit, je vais te laisser sortir. Ta grand-mère va t'emmener au bal. Moi, je n'allais pas au bal. Après la guerre, il y a eu beaucoup de bals.
Ouais, les gens avaient besoin de sortir, avaient besoin de faire la fête. Ouais. Alors, déjà les Nordiques aimaient bien avant, mais là... là, c'était encore plus. Donc, j'allais aider mon oncle, puis il me donne l'autorisation de sortir avec ma grand-mère. Bien sûr, moi, personne ne me connaissait. Je faisais, comment on appelle ça, chandelle. Ma grand-mère était assise, puis moi à côté, mais c'était à 100 kilomètres de chez nous, hein. Ah oui. Oui. Et puis, alors, je voyais, à l'orchestre, je voyais un beau garçon. C'est tout, hein. Il était musicien? Oui, oui. Ouais. Ah oui. Arrivé la pause, ils arrêtent de jouer. Ils commencent à se bagarrer du côté où était grand-mère. Ils commencent à se bagarrer avec les confettis entre tous les jeunes du coin. Mais moi, j'étais à côté, mais on me connaissait pas. Malheureusement et heureusement, ma grand-mère a reçu des confettis. Donc, elle était pleine de confettis. Et puis, un des jeunes vient près de ma grand-mère. On s'excuse, madame. Eh ben, vous allez avoir un gars, je vais vous punir. Qu'elle dit ma grand-mère. Alors, il dit, ah bon? Oui, vous allez danser, c'est ma petite fille, vous allez danser avec elle. Alors, elle a dit, bon, d'accord. Il a monté sur l'estrade pour jouer. Puis d'un seul coup, il fait signe à grand-mère. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Si grand-mère n'avait pas eu de confetti et quelqu'un qui est venu s'excuser. Après, donc il savait que j'étais la nièce du boulanger. Du coup, il venait chercher le pain, c'est lui qui venait chercher le pain tous les jours. Et puis ça mais seulement c'était à 100 et des kilomètres. Ah oui. Donc on ne se voyait pas. Quand maman disait, tu vas aller chez ton oncle, je dis, oh oui, sans rien dire à maman. Oui, elle n'était pas au courant. Ni mon père, ni ma mère n'étaient au courant. Ouais. Et voilà, comment j'ai connu mon mari, et on s'est mariés en 54. J'avais 20 et des ans. Et vos parents sont restés dans le village alors? Oui, ils ont remis, papa, son fonds de commerce a tombé, puis il y avait plus beaucoup de travail, puis les jeunes, ça les intéressait pas, puisque c'était les tracteurs. Ouais. C'était plus les chevaux. Fini leur jour dans ce village, vos parents? Oui. Ce qui était l'atelier, quand papa travaillait, ils ont fait une petite maison. Ouais, on transformé. Et comme ça, quand la grande maison qui avait plus de carreaux, elle était louée, et eux à côté. Ils sont morts, comme ça, sous les deux. Ouais. Ok, eh ben merci pour cette jolie histoire, Janine. Oui. Moi, je voulais vous demander, avec ce que vous avez vécu dans votre enfance, des périodes de guerre, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la période actuelle? Est-ce que ça vous fait peur? Ce qu'on peut vivre, ce qui se passe dans d'autres pays. Ah ben mon pays, ça fait trop loin maintenant. Non mais je veux dire les conflits qu'il y a dans d'autres pays, est-ce que ça vous rappelle un petit peu tout ça? Parce que maintenant, je ne retourne plus à Mondrepuis. Oui. Ce sont des cimetières, simplement. Ouais. Il n'y a plus de communication. Ma fille se rappelle bien de tout ça. Mon fils, moins. Enfin, il dit pas toujours ce qu'il pense. Il peut toujours m'épargner. C'est pas comme vous en parlez pas tout ça avec votre fils? Non, ça sert à rien. Ce que je pense, c'est que d'un sens, je suis contente que les arrière-petits-enfants sont un peu trop jeunes, que s'il arrivait quelque chose, ils seraient à ma place. Ils seraient adolescents. Oui. Mais je souhaite que ça n'arrive pas. Pourtant, il y a des moments, ce qu'on entend à la télé, ce qu'on entend à la radio, c'est pas réjouissant. Oui. On est quelquefois arrivé en 1940. Ouais, ça vous rappelle un petit peu l'avant-guerre. Ouais. Mais tous ces jeunes, au point de vue mort. Maintenant, à mon âge, de toute façon, je soigne mes vieilles douleurs. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Janine, pour ce joli témoignage. Oui. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a remué beaucoup de choses. Oui. Vous n'avez même pas pleuré. Vous m'avez dit, je vais peut-être pleurer. Vous n'avez pas pleuré.
c'est presque... C'est pas loin. Oui, les lunettes protègent. Mais c'était bien, c'était des... Surtout la famille, j'ai toujours été très élevée. J'étais l'enfant désiré, l'enfant gâté. Ouais. On regarde les petites photos qu'on avait quand j'étais petite. J'étais avec le jour de Pâques, par exemple. J'étais nouveau chapeau, nouveau manteau, chaussures blanches, les chaussures vernies. J'étais une enfant gâtée. Et ma sœur n'a pas eu la chance comme moi. Bien sûr, ouais. Elle est arrivée plus tard et puis alors à une époque. On envoie sur ma tablette, on s'envoie des messages. Ouais. Et quelquefois, il y a pas tellement longtemps, elle me demandait pourquoi a-t-on parti en voiture en 1940? Qui c'est qui conduisait? Elle me demande toujours des choses qu'elle aurait pu demander quand elle était jeune. Oui. Mais insouciante à son âge. Oui, elle était plus jeune que vous aussi, c'était différent. Oui. Elle a moins de souvenirs. Oui, c'est ça. Moins de souvenirs. Par exemple, on commençait à avoir froid, puisqu'on avait une cuisinière à bois. Donc, et un jour, elle commençait à marcher, et elle a soulevé la robe, et elle a mis son ventre le long de la porte de la cuisinière. Ah oui, oui. Donc elle a eu une grande brûlure tout le ventre. Ouais. Et alors, quand le docteur venait pour la soigner, il y avait une petite chaise. Il y avait une petite chaise. Je me mettais assise et on mettait un drap autour pour la soigner. Ouais. C'était moi. Alors elle voulait savoir, c'est pas ses souvenirs. Elle revoit des flashs peut-être, ouais, de ses souvenirs à elle. Elle demande. Oui, elle me demande pourquoi ceci, pourquoi ça. Ouais, elle se rappelle moins. Mais seulement maintenant. Oui, elle a attendu tout ce temps-là. Oui, voilà. Et moi, je réponds ce que je peux dire. Bah oui, ce que vous vous souvenez. Oui. Ouais. Enfin. Bon, eh bien, merci beaucoup, Janine. Oui. Je vous souhaite plein de belles choses. Quand même, hein. Maintenant, je crois pas que les belles choses, elles sont là maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles et à vous abonner à notre podcast. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces histoires de femmes incroyables. Partagez également avec vos amis pour que notre communauté grandisse. Et abonnez-vous à notre page Instagram, Women and Life, le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.